Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission C'est dans la boîte, une émission spéciale. Pourquoi spéciale ? Eh bien tout simplement parce qu'elle est réalisée conjointement avec l'aide de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, qu'on remercie d'ailleurs. Et puis aussi parce que c'est une émission spéciale, parce que nous avons le plaisir d'avoir en plateau le vice-premier ministre et ministre de l'économie, David Clarinval. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis à ses côtés, à ma gauche, Jean-Pierre Di Bartolomeo, qui est membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre. Bonjour. Bonjour Hamid. Alors, on va parler avec vous d'un sujet d'actualité, c'est-à-dire en fait l'impact de la crise en Iran sur les entreprises belges. Vous êtes tous les deux bien placés avec vos deux fonctions respectives. Je voudrais démarrer avec vous, monsieur le ministre de l'économie. Tout simplement, on voit très bien qu'au moment en tout cas où on enregistre cette émission, malheureusement, elle est toujours en pleine crise et on sait déjà qu'il y a un impact sur l'inflation qui peut impacter effectivement et qui impacte certainement déjà les entreprises belges. Que ce soit au niveau énergétique, peut-être demain ou après-demain en termes d'indexation salariale. Où en êtes-vous par rapport à cette thématique-là ? Est-ce que vous êtes en mode alerte, mais sans paniquer ? Mais malheureusement, c'est ma troisième crise depuis que je suis ministre, après le Covid, ensuite l'Ukraine, maintenant l'Iran. C'est souvent le même mécanisme qui se met en place. On a un choc, ici en l'occurrence un choc en Iran, et on a directement un impact ici sur les coûts pétroliers, qui impacte d'une part les pouvoirs d'achat des citoyens, puisque les prix à la pompe augmentent, mais aussi la confiance. On voit que les gens ont peur et ils perdent de la confiance, et ça se ressent directement au niveau du commerce. Deuxième effet indirect, c'est que la hausse des coûts pétroliers fait que aussi les coûts de transport, les matières premières, tous ces éléments-là font qu'il y a des effets induits qui se transmettent dans les prix. Et donc, vous l'avez dit, un effet assez rapide sur l'inflation. Le Bureau du Plan a déjà revu ses estimations à la hausse, puisqu'on était à 1,9% d'inflation pour cette année, et on passe à 2,6%, rien qu'avec l'impact de ces quelques semaines. Et si d'aventure cette crise venait à perdurer longtemps, on cite déjà des chiffres de 4% potentiellement si ça dure plus longtemps en termes d'inflation. Et on sait qu'en Belgique, quand l'inflation augmente, on a un impact direct sur les coûts salariaux avec une indexation automatique des salaires. Alors certes, on a décidé de plafonner deux indexations avec le gouvernement, c'est encore en cours de discussion, mais on risque de devoir anticiper ces hausses d'indexation. Et donc, ces hausses d'indexation qui auraient dû s'étaler sur 2 ans vont peut-être s'étaler sur 1 an et demi. Donc, inévitablement, on aura un décalage en termes de coûts salariaux et une perte de compétitivité de nos entreprises. Donc, c'est ce cercle vicieux qui fait qu'un petit choc induit a de grandes conséquences pour notre économie. Et je crains qu'on ne soit malheureusement parti pour la troisième fois en ce qui me concerne dans ce cercle-là. Oui, alors justement, vous dites que c'est la troisième crise que vous subissez. On sait aussi que le pire n'est pas toujours certain, pour reprendre la formule d'un écrivain célèbre. On sait que vous avez des pressions de certains lobbies, ou simplement aussi des gens des médias qui vous posent plein de questions. Alors, vous êtes en mode alerte, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas paniquer, dans le sens où cette crise peut aussi se terminer, peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Comment vous faites pour ne pas rester toujours vigilant, mais ne peut-être pas céder à toutes les pressions, parce que le budget de l'État, il est aussi contraint. Mais justement, ces deux crises précédentes nous permettent d'avoir une position assez équilibrée. Donc, il ne faut pas partir dans de l'overshooting et commencer, comme on l'a fait par le passé, à avoir des dizaines de mesures tous azimuts qui vont vider les caisses de l'État. Ça, c'est du football panique, en fait. Oui, ça, c'est de l'overshooting. On ne veut pas aller jusque-là. Mais ne rien faire n'est pas non plus la bonne solution. C'est pour ça que j'ai proposé, en tant que ministre de l'économie, et c'est en cours d'examen, et on en parlera encore au Cairn vendredi, de prendre quand même 2-3 mesures ciblées. La première, c'est le cliquet inversé, donc c'est-à-dire une diminution des accises sur les carburants pour que l'on ait un peu d'oxygène à l'égard de tous les travailleurs, de toutes les entreprises, mais aussi des citoyens en termes de pouvoir d'achat au niveau des prix des carburants. On a évidemment le diesel professionnel qui est maintenu. Certains de mes collègues voulaient le supprimer, on a réussi à le maintenir. Et c'est aussi une belle aide pour le transport, les agriculteurs. Peut-être quelques autres mesures ciblées, mais ne pas aller dans un excès où on va tous azimuts déverser de la monnaie par hélicoptère, comme on disait à l'époque. Donc il faut trouver le bon équilibre.
Ne rien faire, ça ne va pas. Aller trop loin non plus, donc il faut des mesures ciblées. Ça, c'est le juste équilibre du ministre. Alors, vous êtes au comité de direction, Jean-Pierre Di Bartolomeo, de Wallonie Entreprendre. Vous êtes en contact permanent, quotidien, au téléphone ou physiquement, avec des chefs d'entreprise. Est-ce que vous sentez poindre une angoisse de la part de ces entreprises? Et à propos de quoi exactement? Est-ce que c'est leur trésorerie ou autre chose? Donc, clairement, la trésorerie aujourd'hui est la préoccupation principale des PME. Avec cette incertitude par rapport à l'avenir. Donc ce qu'on observe, c'est beaucoup de demandes de moratoire. Donc là, pour l'instant, on a dans les back-office des grosses demandes de moratoire, avec une volonté pour l'entrepreneur de se donner un peu de souffle pour pouvoir passer à travers le moment compliqué. Les mesures qui viennent du fédéral aident les entreprises ou vont aider les entreprises au niveau du compte de résultat. Et nous, on va se concentrer davantage sur le bilan, clairement avec de la mise à disposition en partenariat avec les banques de lignes de trésorerie complémentaires que l'on espère temporaires. Les deux crises précédentes nous ont appris aussi que ce type de produit qui finalement n'est pas des mesures quoi qu'il en coûte, puisque ce sont des avances qu'il convient de rembourser après en étalant dans le temps, permettent à l'entrepreneur de passer à travers la crise aussi. Alors, je reviens à nouveau vers vous, Monsieur le ministre. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire d'overshooting. Les situations aussi par rapport aux crises précédentes sont différentes dans le sens où la dette publique elle est encore plus élevée que par le passé. Je crois qu'on est à peu près à 110% en Belgique. Si la crise, et personne ne le souhaite, devait perdurer, est-ce que là, les aides vont être indiscriminées comme ça a été le cas par le Covid et on l'a regretté, ou est-ce que vous allez faire en sorte qu'elles soient plus ciblées que ce n'était le cas par le passé? Ne retenez pas que j'ai seulement dit qu'il ne fallait pas faire d'overshooting. J'ai aussi dit qu'il fallait prendre des mesures. Exact. Et je pense, mais elles doivent être vraiment ciblées. Comme Jean-Pierre le dit, on doit, au niveau fédéral, cibler ce genre de mesures d'aide, parce que la région apporte aussi des aides à son niveau, donc on ne doit pas faire double emploi. Et nous, on doit intervenir, me semble-t-il, pour soutenir le pouvoir d'achat et soutenir les entreprises au travers du cliquet. Je crois que c'est vraiment la mesure qui est la plus adaptée, qui est la plus immédiate et qui se corrige dans le temps, parce que c'est un cliquet qui, si, et je le souhaite évidemment, cette crise venait à se terminer plus rapidement que prévu, eh bien, à ce moment-là, on retrouverait une situation normale au niveau du cliquet. Donc on a un mécanisme qui est rapidement mis qui peut rapidement monter ou descendre. Donc, ce sont des mécanismes qui sont souples et qui doivent être utilisés. Et le cliquet, le diesel professionnel sont vraiment des mesures adaptées. Alors, Jean-Pierre Di Bartolomeo, vous représentez Wallonie Entreprendre, donc le bras financier de la région wallonne. J'ai cru comprendre, même lire, que vous aviez une enveloppe, si je puis dire, de 2,5 milliards à investir au fil du temps ici sur les 5 prochaines années, je pense. Est-ce que, si cette crise devait perdurer, est-ce que c'est pas quelque chose qui va écorner cette enveloppe qui était destinée à autre chose que simplement aider les gens à passer un mauvais cap? Alors, justement, non, parce qu'on a la chance d'avoir donc un bilan assez solide. Donc, Wallonie Entreprendre, c'est 5 milliards en fonds propres, 2 milliards qui sont gérés pour le compte de la région. Donc, on a des moyens d'action de l'ordre de 7 milliards. Le plan d'investissement, qui est notre plan stratégique, contient un gros volet d'investissement en transition bas carbone, donc clairement pour aider les entreprises, les PME, mais aussi les grandes entreprises à garantir un peu plus leur autonomie énergétique. Et on voit aujourd'hui à quel point c'est important. Mais par rapport à notre partenariat avec les entreprises, aussi avec le secteur financier bancaire et avec l'ordre des comptables, on arrive quand même à bien calibrer nos interventions, à planifier ça dans le temps. Je dirais que globalement, on investit 1 milliard d'euros dans l'économie si on rajoute les Invest Wallons, les garanties et les montants qu'on libère. Et on peut sans problème tenir notre objectif de 2,5 milliards ciblé sur la stratégie prioritaire de réindustrialisation, de soutien au secteur de la défense. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une mission aujourd'hui d'accompagner le secteur de la défense qui est en train de retrouver... Et qui est très porteur pour les PME wallonnes notamment. À beaucoup de sous-traitants. N'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs wallons qui travaillent en soutien des gros donneurs d'ordre que l'on connaît et qu'on cite souvent dans la presse. Et pas oublier non plus le dual use. Et là, de nouveau, un très bon partenariat avec le fédéral en bonne interaction avec le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral. Monsieur le ministre, vous vouliez rebondir? Je voulais simplement dire qu'on a parlé des mesures de crise, one shot, à court terme. Je dois quand même vous dire qu'on a aussi pris des mesures structurelles de diminution des coûts énergétiques. Donc on a voté une norme énergétique qui va diminuer structurellement là les coûts de transport et électricité, et notamment ciblés vers les entreprises énergivores. Donc
ça, ce sont des mesures qui se mettent en place structurellement. Et là, c'est plus d'1 milliard d'euros au bénéfice des entreprises de diminution de coûts énergétiques à ajouter à toute une série de mesures que l'on met en place pour renforcer la compétitivité de nos entreprises sur le marché du travail, sur la souplesse administrative. Donc, il n'y a pas que les mesures one-shot et court terme qui sont mises en place par le gouvernement, on a aussi plein de mesures structurelles. Alors vous me donnez une très bonne transition, c'est vrai que la première partie de cette émission était consacrée à la conjoncture, en fait, à l'impact de l'Iran sur les entreprises et sur vos fonctions respectives. On va revenir vers les aspects structurels. C'est vrai qu'en préparant cette émission, vous me disiez, c'est vrai que certains avaient tendance à vous résumer comme le ministre qui a réformé, je dirais, la durée du chômage, alors que la réforme du travail est beaucoup plus vaste que ça. Vous avez pris d'autres mesures. C'est peut-être l'occasion d'en parler rapidement. Quelles sont les autres mesures dont on parle moins dans la grande presse ? Mais clairement, en fait, la compétitivité des entreprises, ça passe par les diminutions des coûts énergétiques, mais ça passe aussi par un marché du travail qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus dynamique. Et on avait un marché du travail en Belgique qui était très rigide. Donc, j'ai pris une dizaine de mesures qui sont en train d'être votées ou qui sont déjà votées et qui seront en tout cas toutes mises en œuvre pour cet été, qui vont vraiment révolutionner le marché du travail en Belgique, la souplesse, la fluidité. Alors, il y a évidemment la mesure que tout le monde connaît sur la limitation du chômage dans le temps, mais on va généraliser les flexi-jobs dans tous les secteurs. On va passer à 360 heures supplémentaires, dont 240 heures supplémentaires volontaires brutes égales net. On a fait une réforme du travail de nuit, simplement pour avoir le même système que dans les pays avoisinants. Aujourd'hui, on avait un vrai déficit en termes d'entreprises qui voulaient investir chez nous parce que le système de travail de nuit était tellement strict que les entreprises investissaient aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne. On a un budget mobilité. On a une réforme qui a été votée hier qui va réinstaurer la clause d'essai. Donc, dans les 6 premiers mois, vous pouvez donner la chance à un jeune pour pouvoir trouver du travail et son premier job. Mais si ça ne va pas, alors vous avez un préavis d'1 semaine. Donc, c'est le retour de la clause d'essai. On a plafonné les préavis à 1 an, parce qu'en Belgique, ça coûtait très cher de licencier surtout les personnes qui avaient une longue carrière. Donc, qu'est-ce qu'il se passait ? On orientait ces gens vers la maladie via des certificats médicaux de complaisance. Et donc, c'était lose-lose pour tout le monde. La personne était en maladie alors qu'elle pouvait travailler et l'entreprise avait dû faire de l'ingénierie pour pouvoir se séparer d'une personne. Donc, on va plafonner. On a une mesure importante que j'ai oublié de citer, c'est qu'on diminue d'1 milliard d'euros les cotisations sociales sur les travailleurs, principalement ciblées sur les moins de 3 500, parce qu'on sait que le coût du travail en Belgique est un des plus élevés. Donc une dizaine de mesures vraiment pour... on va annualiser le temps de travail, on va diminuer le pouvoir des syndicats dans l'organisation des horaires dans les entreprises, donc pour avoir vraiment un package de mesures qui va permettre aux entreprises de pouvoir avoir vraiment un marché du travail moderne et aussi aux travailleurs d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, parce que l'annualisation du temps de travail, par exemple, où on sait, je prends un exemple facile, les entreprises qui font du chocolat, eh bien le chocolat, c'est à Pâques et c'est au moment des fêtes de fin d'année qu'il y a des pics de travail, mais par contre, on a des creux. Eh bien, on pourrait considérer qu'elles fixent leurs horaires sur une année avec une hausse du nombre d'heures prestées dans les périodes de pic et une diminution dans les périodes creuses, mais avec un salaire qui est le même pendant toute l'année. Vous vous mettez d'accord avec vos travailleurs, une délégation syndicale valide les horaires et vous êtes en bonne entente avec vos travailleurs. Et ça permet aux travailleurs d'avoir une meilleure anticipation de leurs horaires. Donc ça permet d'avoir une meilleure compétitivité pour nos entreprises et un meilleur équilibre pour les travailleurs. Donc ce sont des mesures modernes qui vont vraiment révolutionner notre marché du travail. Alors, qu'est-ce que vous répondez, en tout cas à ceux, j'entends le catalogue de mesures qui sont effectivement très positifs pour les entrepreneurs, PME, TPE, et puis j'entends aussi quelques personnes, vous allez me dire que j'ai peut-être de mauvaises fréquentations, mais des chefs d'entreprise qui disent, par exemple, pour la première partie réforme du chômage, la plus connue, c'est que ça se traduit par des taxes plus élevées dans certaines villes. Et donc, certains chefs d'entreprise me disent « Mais si j'avais su, est-ce que j'aurais été aussi content que cette mesure soit prise ?» Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la plupart de ces villes, communes, raclent leur fonds de tiroir et ça se traduit par des taxes supplémentaires qui m'affectent, moi, chef d'entreprise. Mais d'abord dire que la réforme du chômage, elle est totalement couverte par la réforme fédérale.
La réforme du chômage, ce sont certes 2 milliards d'économies en année normale pour le budget de l'État, mais ce sont 300 millions d'euros qui sont donnés au CPS pour pouvoir faire face au fait qu'une partie des chômeurs, malheureusement, ne trouvera pas de travail et donc ira au CPS. Ces cohortes de chômeurs qui se transforment en RIS vont être intégralement prises en charge par le fédéral et donc, s'il faut, on réévaluera l'enveloppe, mais on ne peut pas dire que la réforme du chômage va coûter de l'argent aux pouvoirs locaux. Par contre, ce qu'il faut... Elle est autofinancée, ce que vous dites. Elle est couverte, oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a une pression, par ailleurs, sur les pouvoirs locaux. Et il y a aussi une pression générale sur les pouvoirs publics pour pouvoir se mettre en ordre au niveau des finances. Au niveau fédéral, on a fait un effort de plus de 30 milliards d'euros. Au niveau régional, ce sont aussi des efforts importants qui sont menés. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait une pression, mais en tout cas, moi, en tant que libéral, vous comprenez que on n'aime pas les taxes, qu'elles soient ni régionales, ni communales, ni fédérales. On pense qu'il y a moyen de faire des économies et de faire des réformes. Et la preuve en est, c'est qu'on les met en place pour pouvoir permettre aux entités publiques de pouvoir mettre leur budget à l'équilibre. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que, et je me tourne vers Jean-Pierre, vous devez savoir qu'on a la chance que le système belge est compliqué, avec le fédéral qui prend des décisions, mais avec aussi la région qui a une part de responsabilité. On travaille en bonne entente avec Pierre-Yves Géolet au niveau wallon et avec le ministre Hublet qui vient fraîchement d'être installé à Bruxelles pour mettre en place aussi au niveau régional un vrai accompagnement beaucoup plus rapide des chômeurs qui sont exclus, avec des CPS qui vont être aussi... On voit que les CPS, j'ai des présidents CPS qui m'ont dit que grâce à la réforme, ils avaient pu aller rechercher toute une série de personnes qui étaient totalement abandonnées et qui ont pu être remis dans le circuit. Donc les régions vont aussi apporter leur pierre à l'édifice au travers de formations, accompagnement. Et je me réjouis qu'on puisse faire ça en bonne entente. C'est aussi une preuve de maturité dans ce pays. Alors, je reviens justement sur Jean-Pierre. Cet accompagnement a aussi, notamment, pas que, pour but de favoriser la création d'entreprises. Je vois que ce taux de création est plutôt positif, que ce soit à Bruxelles et surtout en Wallonie. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu bidon dans le sens où, comme le disaient un certain nombre d'experts, ces boîtes, effectivement, se créent, mais elles sont souvent sous-capitalisées. Et en plus, la suppression de l'accès à la profession, est-ce que ça ne biaise pas les choses ? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas plus de création d'entreprises, mais certaines ne vont pas survivre très longtemps ? Alors tout d'abord, par rapport à l'emploi, très important, beaucoup d'entreprises qu'on accompagne en croissance chez Wallonie Entreprendre à travers nos différents accélérateurs de croissance revendiquent davantage de main-d'œuvre pour accélérer leur croissance et donc la dynamisation du marché de l'emploi va dans un bon sens pour nos entreprises qui sont demanderesses. Ça, c'est un. Deux, par rapport à la création, ce qu'on a aussi, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus de candidats créateurs qui sont issus d'un statut de demandeur d'emploi vers aujourd'hui un statut d'entrepreneur, auto-entrepreneur. Et là, en bon partenariat avec l'Ordre des experts comptables, on essaye aussi de financer l'opération, mais d'avoir aussi, et comme tu l'as dit, Hamid, un cadre précis d'accompagnement, parce qu'on ne doit pas non plus lancer les personnes sans accompagnement, puisqu'en plus, sans l'accès à la profession, avec la possibilité de créer une entreprise sans fonds propres, on pourrait avoir des catastrophes. Et donc là, on travaille en étroite collaboration avec l'Ordre, on travaille aussi avec le secteur bancaire et on travaille avec des structures comme les SAS qui accompagnent ces personnes. Le tout ensemble fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un taux de défaut sur ces crédits extrêmement faible. Je pense qu'on est parmi les taux les plus bas en Europe quand je vois les statistiques du FEI. Et ça nous permettre aux jeunes de lancer leur activité économique au départ parfois d'une situation qui était une situation de demandeur d'emploi. Alors, Monsieur le Ministre, 2026, c'est aussi l'arrivée de la facturation électronique. Alors, je ne sais pas, dans quel camp vous êtes ? Il y a ceux qui voient ça positivement en disant c'est un levier de productivité formidable pour les PME, et puis d'autres qui me disent non, c'est surtout un tracas administratif supplémentaire dont n'avaient pas besoin les PME. Mais écoutez... Quand on a décidé cela sous le gouvernement précédent avec Alexander De Croo, en tant que ministre des PME, moi j'étais quand même un peu parmi ceux qui freinaient la mise en œuvre parce que pour les PME,
cette digitalisation à marche forcée. On anticipe les délais européens. Vous savez qu'on est un des premiers pays à implémenter. Oui. Les autres vont suivre, mais on est quand même un des plus à l'avance. Donc moi, j'avais quand même demandé qu'il y ait un accompagnement financier pour permettre à ce que les entreprises ne doivent pas dépenser d'argent pour s'équiper, permettre à ce qu'il y ait quand même des délais et aussi une espèce de tolérance administrative au niveau du fédéral pour que les entreprises aient le temps de se mettre en place, qu'on puisse aussi être très didactif et très pédagogique à l'égard des entreprises, parce que certes, la digitalisation, c'est bien. Par ailleurs, c'est aussi une simplification administrative indéniable. Pour les comptables, c'est aussi un outil de productivité. Donc, on doit avoir le verre qui est quand même positif globalement, mais avec quelques éléments quand même qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'heure où on nous parle, il y a encore 15% plus ou moins des entreprises qui n'ont pas franchi le cap. Donc, il y a encore un petit peu d'efforts à faire pour certains. Et on sait qu'il y a aussi une question fiscale. Quand on a décidé de mettre cela en œuvre, on sait aussi que cela va avoir un impact sur les aspects en termes de fraude. On a estimé à plusieurs centaines de millions d'euros l'impact positif pour le budget de l'État, la mise en œuvre de cette facturation électronique, parce que ça va éliminer une partie de la fraude qui existait. Donc, globalement positif, mais avec un point d'attention quand même pour les PME, pour leur permettre d'avoir le temps et d'avoir les moyens de s'équiper. Même son de cloche du côté de Wallonie Entreprendre par rapport à la facturation électronique. Il y a des freins. On parlait de fraude ou d'autres choses. En ce qui concerne les patrons, on sent clairement qu'il y a une volonté aujourd'hui d'y aller. On a besoin, nous, d'accompagner financièrement ces investissements. Donc, on a créé le prêt Digit Online. Donc, j'invite les 15% d'entrepreneurs qui n'ont pas encore fait le pas de venir chez Wallonie Entreprendre. Le prêt Digit Online, c'est un prêt qui va jusqu'à 75 000 €. Le taux d'intérêt est de 1,5. Donc, on a voulu donner un incitant. Et comme on a fait des prêts avec des incitants pour transformer les entreprises dans leur gestion finalement de leur autonomie énergétique avec les panneaux solaires, avec les systèmes de refroidissement plus performants. On fait la même chose au niveau digitalisation avec des prêts à des taux très avantageux et c'est surtout très rapide. En 48 heures, on a l'argent sur son compte et donc c'est des produits qui marchent très très bien aujourd'hui. Alors on a beaucoup parlé des mesures structurelles et aussi conjoncturelles que vous mettez en place vous en tant que ministre de l'économie, vice-premier ministre par rapport aux entreprises. On a vu que Wallonie Entreprendre joue son rôle d'accompagnateur des entreprises. Il y a un troisième larron qui n'est pas là dans ce studio et qui manque, et qui est le secteur bancaire. Est-ce que vous avez envie de leur faire passer un message, surtout en cette période un petit peu compliquée, crise en Iran et autres ? Mais il y a un élément moi, qui m'a toujours un peu frappé, c'est de voir que sur les comptes d'épargne en Belgique, il y a plusieurs centaines... 300, j'ai envie de dire 300, voilà, ouais, 300 milliards d'euros qui dorment avec un rendement négatif, puisqu'en réalité, l'inflation est supérieure au taux d'intérêt. Donc, c'est de l'argent, qui n'est pas productif, et même pour les épargnants, qui n'est pas rentable en réalité. Et donc, il y a un problème. Alors, il y a à la fois un problème culturel, je pense, parce que les Belges sont très prudents. Aux États-Unis, ils ont une culture beaucoup plus dynamique de la gestion. Risque, oui. Et donc, je crois que là, les banques pourraient jouer un peu plus leur rôle en mobilisant ce capital dormant et en le mettant à disposition des investisseurs en Belgique. Et on sait que parfois, pas toutes les banques, il y a des variations entre les banques, mais on sait que parfois certaines banques ont du mal à prêter ou ont une certaine frilosité à prendre des risques. Certains secteurs, d'ailleurs, voire exclus certains secteurs. Exclus. Donc, je trouve qu'elle pourrait quand même utiliser un peu mieux et trouver des méthodes qui permettraient de mobiliser ces capitaux et de les mettre à disposition des entreprises. Alors, Jean-Pierre, vous allez peut-être marcher sur des œufs, parce que ce sont des partenaires que vous connaissez bien, vous travaillez tout le temps avec eux, notamment avec votre ancienne casquette de patron de l'asso Alfine et maintenant Wallonie Entreprendre. Vous sentez une petite réticence de la part des banques ou au contraire, elles ont des difficultés aujourd'hui même à faire leur boulot parce que personne ne veut investir ? Il y a clairement une diminution d'activité depuis le 1er janvier, on le sent. Je pense qu'il y a moins d'investissements
par rapport à la situation macroéconomique actuelle et par rapport à la hausse la poursuite de la hausse des matériaux dans certains secteurs, nous, on est là justement pour aider les banques à dérisquer leurs crédits. On garantit quand même jusqu'à 75% avec le soutien du FEI les risques que les banques peuvent prendre dans les PME. Et donc, j'apprécie beaucoup l'appel du ministre auquel je me joins. Faisons passer le message aux banques qui se réunissent d'ailleurs ce soir dans le cadre de Faiblefin Connect, comme il appelle, pour une grosse mobilisation de tout le monde, les comptables, les professionnels du chiffre, donc, le fédéral, les régions autour et le secteur financier privé pour accompagner les entreprises à passer ce cap un peu compliqué. Alors, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais quand même qu'on la termine sous une note positive. Je voudrais jouer le rôle presque de Jean-Paul II avec son expression « N'ayez pas peur ». Et c'est vrai que ce n'est pas évident si on est chef d'entreprise. On a eu la crise du Covid, pour reprendre juste 2020, 2022 l'Ukraine, il y a maintenant l'Iran, il y a l'intelligence aussi artificielle avec toutes les menaces et aussi, évidemment, opportunités qu'elle propose. Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise, vous, en tant que ministre, et puis Jean-Pierre, vous, pour lui dire de quand même garder cet optimisme chevillé au corps ? Vous avez raison, la confiance, c'est la clé de tout en économie. Si la confiance disparaît, l'économie va en pâtir. On le sent, vous l'avez dit, on le sent directement, tant au niveau du commerce que du secteur de la construction, par exemple. On n'investit pas quand on a peur. Donc, le gouvernement fédéral, sur base des expériences du passé, sera là pour protéger le pouvoir d'achat et pour protéger les entreprises, pour faire face à cette crise. On sait que les moyens dont on dispose sont faibles et que l'on ne fera pas d'overshooting, mais si la crise continue et persiste, on mettra des mesures ciblées qui permettent de protéger nos entreprises et nos citoyens, parce qu'on ne veut pas connaître une bérésina. On a réussi à permettre aux entreprises de franchir ces deux crises. Ce serait malheureux qu'elles viennent périr au pied de cette troisième crise. Et vous, Jean-Pierre ? Depuis le début de l'année, chez Wallonie Entreprendre, on mène notre stratégie. On a développé une stratégie forte dans les secteurs d'avenir, en life science. On a eu salle comble chaque fois qu'on a fait des événements. On a lancé une nouvelle plateforme de transmission pour favoriser la transmission des entreprises. Et là aussi, on a énormément d'entreprises qui viennent vers nous aujourd'hui pour participer avec nous à la transmission de leur entreprise. En création d'entreprise, on a développé des nouveaux produits et on va dans les écoles. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus beau message qu'on peut donner aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Act for Wallonia pour aller amener des entrepreneurs dans les écoles et des étudiants dans les entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, ça marche vraiment. On crée des We Act Challenge. C'est ça le comble chaque fois. Quand on va dans les établissements du secondaire, il y a 130, on a même trop d'élèves, ce qui nous pose parfois des problèmes, qui veulent venir. Et donc, on a cette mobilisation des gens. Je pense que les jeunes ont envie de prendre leur destin en main. Ils ont compris aussi que ça passait peut-être par l'entrepreneuriat. Et pour nous, c'est la plus belle motivation, c'est de savoir que la génération qui arrive, elle a faim, elle a envie, et elle a peut-être compris que le monde changeait et ils prennent leur destin en main. Ça, c'est moi, ma motivation aujourd'hui. Parfait, je vous remercie tous les deux, Monsieur le Ministre et Jean-Pierre, pour votre présence et aussi pour votre partage d'expertise. Et puis je remercie aussi chaleureusement l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique qui nous a permis de réaliser cette émission. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de C'est dans la boîte.